Depuis 1961, depuis la création du concours national de la résistance et de la déportation, l'école n'était jamais rentrée dans ce concours. Le concours était rentré à l'école, et c'est un paradoxe, mais l'école n'avait jamais fait véritablement le cœur d'un thème du CNRD. C'est chose faite aujourd'hui, puisque le thème du concours national de la résistance et de la déportation pour 2022-2023 s'intitule « L'école et la résistance des jours sombres au lendemain de la libération de 1940 à 1945 ». Pourquoi ? D'abord parce que l'école doit, et probablement se doit d'enseigner l'école. Au fond, savoir l'histoire de l'école élémentaire, des collèges, des lycées, de l'enseignement supérieur, eh bien, ça fait partie aussi des devoirs des enseignants, et les élèves doivent savoir que l'école dans laquelle ils se trouvent a vécu, y compris des moments difficiles, y compris des jours très sombres, comme entre 1940 et 1945. On peut donc, en quelque sorte, rentrer dans l'histoire, par l'histoire de l'école, parce que, au fond, l'histoire de l'école, en prisme et en miroir, c'est l'histoire de notre pays. Il y a une deuxième raison, c'est que cette histoire de l'école, elle peut se faire au plus près du terrain. Naturellement, c'est l'administration, naturellement, ce sont les décisions des gouvernements, mais ce sont surtout les établissements, les enseignants, les élèves. Dans un temps difficile, entre 40 et 45, non seulement en France, mais à l'étranger, dans nos établissements français à l'étranger, et dans l'Empire colonial. Donc c'est une masse d'histoires, d'archives, de documents qui méritent d'être mises à jour. Prisme et miroir de son temps, l'école l'est aussi par ceux qui ont résisté. Or, les résistants, très vite, ont décidé, alors qu'ils se taisaient dans un certain nombre de situations, les résistants ont décidé de faire connaître leur action par l'école, par les concours. Ce sont des résistants qui furent aussi des pédagogues, je pense à Louis-François, sur lequel je reviendrai, qui ont décidé de l'instauration de ce concours. Et puis, c'est une leçon d'engagement. Et je dirais presque que c'est une leçon d'espoir. Parce qu'entre 1940 et 1945, dans les jours les plus sombres de la guerre, on n'a jamais cessé de penser au lendemain. Ça me fait un peu penser à ce qui s'est passé en septembre 1944 dans ma ville, au Havre, qui au début de septembre 1944 a été rasé par l'aviation britannique. Dans les sous-sols de ce qu'était la mairie provisoire, le lycée du Havre, le maire et ses adjoints pensaient déjà à la reconstruction. Eh bien, entre 40 et 44, entre 40 et 45, les résistants à Londres, en France et ailleurs, pensaient déjà à faire l'école du lendemain. Ce sont d'abord les jours sombres de la guerre, de la défaite et de l'exode, jusqu'à la reprise des cours qui s'effectue dans un quotidien épuisant, lourd, marqué par en plus la volonté du régime de Pétain de mettre l'école au pas. Au fond, la République avait fait des républicains, l'école de Pétain doit faire des pétainistes. C'est là le premier temps, la première interrogation qui se place pour nous. Ce sont aussi les résistants des enseignants, les résistants des élèves. C'est le quotidien de la résistance, c'est aussi le quotidien de la persécution, des persécutions et des déportations des Juifs. Et puis enfin, troisième série de réflexions, ce sont les hommes de la France libre, les hommes de la résistance qui, dans la nuit et dans la terreur, ont pensé l'école des lendemains parce qu'en quelque sorte, libérer la France, c'était aussi libérer l'école. L'école des jours sombres, c'est la guerre, c'est la défaite et c'est l'exode. La guerre qui éclate en septembre, évidemment, elle perturbe considérablement le fonctionnement de l'école. Enseignants de l'école élémentaire au nombre de 26 000, 5 000 enseignants du second degré, quelques centaines d'enseignants du supérieur sont mobilisés. La plupart sont officiers ou sous-officiers de réserve. Songeons à Marc Bloch, capitaine en 1918, qui repart en 1939 et qui se qualifiait lui-même de plus vieux capitaine de l'armée française. Et puis, il y a certaines écoles qui sont transférées
bâclier. Dans le sud-ouest, je pense aux écoles évidemment de l'Alsace ou du nord de la Moselle, dans le sud-ouest et dans le centre, dans le cas de déplacement de populations scolaires qui déracinent leurs élèves et leurs enseignants. Et puis il y a les enfants de Paris qui sont également évacués car la crainte de la guerre aérienne pèse lourdement. Dès septembre 1939, il y a 38 000 enfants qui quittent la capitale. Donc il y a des classes, et c'est très intéressant, des classes entières de nos villes qui se retrouvent dans un monde rural que ces enfants connaissent généralement, évidemment, relativement peu. La Bourgogne, l'Auvergne, l'Ouest, avec leurs enseignants. Alors évidemment, tout ça pose des problèmes logistiques dans le déroulement des examens, dans cette session spéciale du baccalauréat qu'il faut organiser. Qu'est-ce donc l'école en 1939 et en 1940? Un chiffre. Le nombre de bacheliers en 1939 est de 27 000. 27 000 bacheliers. On est très très loin des chiffres d'aujourd'hui, naturellement, parce que le lycée de l'époque n'est pas le lycée d'aujourd'hui. 27 000, c'est 8% d'une tranche d'âge. Songeons au pourcentage, évidemment, d'aujourd'hui. Il y a 6 millions d'élèves en 1939. Mais l'immense majorité de ces élèves se retrouvent dans l'école élémentaire, ce qu'on appelle à l'époque le premier degré, avec les premières supérieures, avec les cours complémentaires, avec l'enseignement technique. Le lycée est un lycée d'élite et qui est réservé à une élite. Examen d'entrée, scolarité payante. Il y a à peu près une centaine de lycées en France en 1900, de lycées de garçons. Je l'oubliais, mais la mixité n'existe pas, évidemment, dans l'ensemble de l'école jusqu'en 1940, pardon. Il y a donc une centaine de lycées de garçons, 80 lycées de filles à peu près. Le tiers de ces lycées se trouve à Paris, un autre tiers dans les grandes villes et un autre tiers ailleurs en France. Et le quotidien de l'ensemble de ces millions d'élèves est perturbé, parce que d'abord certains établissements sont réquisitionnés par l'armée, il faut trouver des solutions pour héberger les classes. Les élèves suivent des formations de défense passive, en particulier lutte contre défense contre les gaz, réflexe en cas de bombardement. Et puis il y a, il ne faut pas l'oublier non plus, étant donné l'âge des parents, des pères de ces enfants, ils sont mobilisés, donc ces enfants étudient et vivent aussi dans l'inquiétude de ce qui peut arriver à leur père. Et puis il y a l'offensive et la défaite de 1940 qui viennent évidemment interrompre la fin de l'année scolaire. L'offensive allemande a lieu, se déchaîne du 10 mai jusqu'à la milieu du mois de juin, pendant plus de 6 semaines, où d'ailleurs entre 80 et 90 000 militaires français perdent la vie et d'autres sont blessés, parmi lesquels de nombreux personnel de l'éducation, de l'instruction publique, comme on dit, ou de l'éducation nationale, officiers ou sous-officiers. Alors il y a peut-être des coups de projecteur à mettre sur la guerre, sur la défaite et sur l'exode. On peut par exemple évoquer dès septembre 1939 l'université de Strasbourg qui est repliée à Clermont-Ferrand. On peut choisir de travailler sur un établissement confronté à la guerre. Un certain nombre d'écoles normales d'instituteurs, par exemple, sont transformées en hôpitaux militaires. On peut imaginer des témoignages qui ont été écrits, comme celui de Berthe Auroy, qui est institutrice à Chartres et qui raconte la drôle de guerre. Et puis on peut, pourquoi pas, raconter ce qui s'est passé en 1940 au moment du baccalauréat. Il faut ensuite reprendre l'école, reprendre les cours, reprendre le travail. La reprise des cours en octobre 40, elle arrive dans un contexte qui est difficile. En zone occupée, les Allemands ont réquisitionné de nombreux bâtiments scolaires. Ils installent leurs services, leurs troupes, ainsi l'école normale supérieure à Paris. Il y a des classes qui doivent emménager dans des bâtiments de fortune. Et puis il y a des étudiants, des enseignants et même des élèves qui ont été emportés dans l'exode de mai-juin 40, qui a concerné une dizaine de millions de Français, et qui n'ont pas pu rentrer en zone occupée, les Allemands n'autorisant les passages de la ligne de démarcation que de manière extrêmement resserrée. Et puis dans ces établissements scolaires, il y a quand même une atmosphère qu'il faut décrire, qui est une atmosphère morne. Les professeurs et les instituteurs qui ont été mobilisés en 1939 et qui soit sont morts lors des combats, soit ont été faits prisonniers. Ils sont plus de 13 000, dont 2 000 à 2 200 reviennent en juillet
40. Et puis, dans le quotidien, il y a les nouveaux problèmes du temps. Pénurie, restriction, rationnement. Alors il y a une espèce de mouvement étonnant. D'une part, dans les classes, on manque de cahiers, on manque de livres, on manque d'encre, on manque de crayons. Et d'autre part, étant donné les rationnements, y compris alimentaires, les élèves sont entraînés en quelque sorte à faire l'école buissonnière. Ils doivent ramasser des marrons d'Inde, ils doivent aider leurs parents, et surtout, évidemment, à la campagne, dans la grande tradition du milieu rural, dans le milieu rural français. Donc on peut là aussi mettre l'accent sur les conséquences des pénuries dans le quotidien des élèves. Vous voyez que ce thème est un thème qui va jusqu'au plus profond des vies des uns et des autres. On peut aussi évoquer un sujet très difficile, les enfants perdus de l'Exode, qui ont fait l'objet d'ailleurs d'un très beau film autrefois avec Brigitte Fossé, si ma mémoire est bonne. On peut évoquer des éléments du quotidien de la vie des Français. Et puis, il faut aussi évoquer, c'est le troisième temps de cette grande première partie de réflexion, l'école de Vichy, l'école sous Vichy et l'école sans Vichy. L'école de la République avait fait des républicains, l'école de Pétain doit faire des pétainistes. Et pour le régime de Vichy, issu de la défaite, faut-il le rappeler, l'école doit être le principal instrument qui peut permettre de modeler les esprits conformément à l'idéologie de la Révolution nationale. Faut-il rappeler d'ailleurs que Pétain, dès le mois d'août 40, se livre à un réquisitoire contre l'école républicaine, jugée individualiste, faillite de la France, valeurs libérales, laïques, égalitaires, contrairement à l'idéologie de la Révolution nationale. Faut-il se rappeler aussi que dans au cours de la formation du gouvernement d'union nationale de Doumergue, à la suite des émeutes du 6 février 1934, le maréchal Pétain, auquel on avait proposé le ministère de la Guerre, avait demandé à être ministre de l'Éducation nationale. Donc chez lui, c'est aussi quelque chose évidemment qui compte, et la litanie des ministres qui se succèdent entre juillet 1940 et l'été 1944 est bien aussi la trace et la marque de l'importance de cette affaire. Dans le même temps, dès juillet 40, il y a une première vague d'épuration qui se développe. Je dis une première vague parce qu'il y a une vague d'épuration en juillet 1940 et une vague d'épuration à la Libération entre 40 et 44. Le sujet est donc, si je puis dire, pris, mais pas seulement, entre deux vagues d'épuration. Cette première vague de purge et d'épuration, elle touche de plein fouet un millier d'instituteurs classés plutôt à gauche. Elle est suivie de deux autres vagues, les francs-maçons, et puis ce texte terrible qui est le statut des Juifs du 3 octobre 1940 qui écarte les Juifs d'un certain nombre de professions. Lors du Conseil des ministres qui précède l'adoption de ce texte, Pétain a annoté de lui-même le texte pour y ajouter les enseignants, les instituteurs et les professeurs. Le texte a été découvert, mis à jour en particulier par Serge Klarsfeld, mais un des ministres de Pétain, Paul Baudouin, avait déjà évoqué dans ses mémoires cet épisode tout à fait particulier. Les écoles normales instituteurs que Maurras qualifiait, je cite, d'anti-séminaires malfaisants de la démocratie sont supprimés. Et puis, il y a cette politique, dès novembre, du ministre Ripert, deuxième ministre dans l'ordre chronologique du gouvernement Pétain, cette circulaire terrible de Ripert qui évoque le relèvement de fonctions d'un certain nombre de fonctionnaires qui ont, je cite, consacré une partie de leur temps à une agitation politique contraire aux intérêts de la France. Alors l'école élémentaire, c'est un des lieux privilégiés de l'action du gouvernement Pétain. Culte du maréchal, il y a même cette scène que l'on retrouvera dans les actualités cinématographiques de Pétain venant, non pas faire la classe, mais s'adressant aux élèves de France, qui a été filmé, passé aux actualités de l'époque et qui se termine naturellement par Maréchal nous voilà, le nouvel hymne de la Révolution nationale et du gouvernement Pétain que l'ensemble des élèves doivent chanter. Concours de dessin, les plus beaux dessins étant apportés au maréchal par des petits-enfants de France. Bref, tout ça, ça se déroule dans une atmosphère tout à fait particulière. Évidemment, les bustes de Marianne sont supprimés au profit des
portrait de Pétain. Le salut aux couleurs est obligatoire lors d'une cérémonie quotidienne, ce qui n'est pas là quelque chose qui doit choquer, sauf que c'est au nom de la Révolution nationale et de l'embrigadement de la jeunesse. Tout de suite, n'hésitons pas à évoquer un sujet qui me semble intéressant. Vichy, le gouvernement de Vichy, le gouvernement Pétain, ce régime entre 40 et 44 n'a pas les mains libres. Il est sous la domination de l'Allemagne sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan militaire, sur le plan diplomatique. En revanche, dans le domaine de l'éducation, Vichy a les mains libres. Ce ne sont pas les Allemands qui dictent et qui réécrivent les programmes. Ce ne sont pas les Allemands qui décident de l'épuration des instituteurs ou des professeurs. Ce sont des décisions française, nationale, du gouvernement Pétain. Donc ce qui est très intéressant, c'est de regarder par rapport à d'autres secteurs, puisque le gouvernement Pétain et ses ministres ont les mains libres, comment, au fond, d'où viennent le jeu de frein, le jeu d'opposition, le jeu de résistance à ces décisions. Surtout quand un gouvernement a les mains libres, il faut bien réfléchir pour savoir comment ça se passe. Alors l'idéologie, évidemment, du régime va peser sur le contenu des matières enseignées, comme le montre par exemple la réintroduction dans les écoles publiques d'un enseignement religieux, certes optionnel, mais tout de même qui n'existait plus depuis très longtemps dans les écoles de la République, à l'exception du régime concordataire en Alsace, Moselle, pour des raisons qui datent de la période de l'occupation, de l'annexion allemande entre 1871 et 1918. Et en particulier, on mettra l'accent sur les 72 jours de Jacques Chevalier, de décembre 40 à février 41, où le ministre catholique fervent lui-même impose le retour d'un enseignement religieux. C'est ce que certains ont appelé une jubilatio catholica, la jubilation des catholiques. Et puis il y a dès septembre 40, une réforme des programmes avec évidemment deux disciplines qui sont en première ligne, l'histoire et la géographie. On se doute bien que la Révolution française n'a pas les faveurs du nouveau régime et du gouvernement Pétain. On se doute bien aussi qu'on y préférera la France paysanne, catholique, nationaliste, qui aurait des héros symboliques comme Louis IX, que l'on évoque comme un croisé, mais aussi comme un anti-juif, avec une suite d'anachronismes absolument anti-historiques, mais on évoquera aussi Jeanne d'Arc pour illustrer le nationalisme anti-britannique ou anti-anglais. Quant à la géographie, on enseignera pour l'essentiel une approche régionaliste, rurale, qui permet d'évoquer les traditions et la diversité des provinces françaises. J'en terminerai par l'introduction d'un enseignement physique et sportif qui correspond là aussi, non pas seulement à des mesures d'entraînement et de santé de la jeunesse, mais à des motivations idéologiques avec la volonté de façonner un homme nouveau et de développer le sens de l'effort et de l'émulation. Attention cependant, la question de la mise en œuvre concrète de ces politiques de Vichy est posée. Chacun sait qu'il ne suffit pas de changer un programme pour qu'il soit immédiatement mis en œuvre. Chacun sait par exemple que rédiger de nouveaux manuels prend du temps, surtout quand on manque de papier. Et que l'édition fonctionne sous l'autorité allemande permanente. Donc soyons prudents et regardons au cas par cas comment ces programmes ont été effectivement enseignés. C'est le travail de l'historien que d'enseigner la complexité dans sa complexité. Par conséquent, n'imaginons pas que les directives en matière de changement des programmes en histoire et en géographie, par exemple, du régime de Vichy ont été immédiatement enseignées. D'autant que cette tentative, en quelque sorte, d'assomption de l'école par le gouvernement de Pétain ne doit pas occulter que toute une partie de la société scolaire, qui est marquée par ce qu'on pourrait appeler un surmoi républicain, instituteur, enseignant, dans le premier, dans le second degré, fait preuve d'une forme d'inertie, de ce qu'on pourrait appeler d'un mot moderne, une forme de résilience.
Dans bien des endroits, derrière le discours officiel, l'adhésion aux valeurs du nouveau régime, l'école est un havre provisoire où peut se maintenir un esprit critique à l'égard d'une propagande souvent outrancière, en fait, au profit de la protection des élèves, quelles que soient leurs origines. Alors, on peut mettre l'accent, au terme de cette première partie, sur les serviteurs de Vichy. On pourra parler naturellement de Jérôme Carcopino, personnalité extrêmement intéressante, normalien, agrégé d'histoire, auteur d'une biographie de César où l'on sent peut-être une forme de préférence pour les régimes autoritaires. Directeur de l'école française de Rome, directeur de l'école normale supérieure, qui devient ministre du maréchal Pétain. On pourra évoquer la révolution nationale à l'école, dans les lycées, en France, mais aussi dans l'Empire colonial. On pourra évoquer l'épuration du monde enseignant au cours de la seconde moitié de l'année 1940. Mais l'école, et ce sera la deuxième série de ces réflexions, l'école est aussi un lieu de résistance. Résister à l'école, c'est d'abord évoquer une résistance enseignante. Les enseignants sont parmi les plus attachés à la République. Au fond, c'est la République qui avait fait l'école. Et en retour, celle-ci attendait que les écoles fassent des républicains. Et tout au long du XIXe siècle et jusqu'aux années 40, les instituteurs, les enseignants ont fait de leurs élèves des citoyens, des républicains. Par conséquent, rien d'étonnant à ce que ces enseignants vivent particulièrement mal les mesures du nouveau régime au sein de l'école, ne serait-ce que parce qu'ils sont touchés par les mesures d'épuration, mais pas seulement, parce qu'on leur demande d'enseigner des valeurs, d'enseigner même des faits qui sont contraires à l'esprit même de la République. Rien d'étonnant non plus à ce que les enseignants constituent un vivier pour la résistance qui se développe dès les premiers mois de l'occupation. Et nombreux sont les enseignants qui ne se cachent pas auprès de leurs élèves, qui ne cachent pas leur opposition au régime de Vichy. Pensons à Jean Guéhenno ou à Pierre Favreau, tous deux professeurs au lycée Louis-Grand à Paris, jusqu'au plus haut niveau de la hiérarchie. Je pense à la réaction de l'inspecteur général Gustave Monod, qui, à la suite de la parution au journal officiel du statut des Juifs du 3 octobre 1940, refuse de l'appliquer alors qu'il est directeur de l'Académie de Paris et qu'il est le supérieur hiérarchique de l'ensemble de l'enseignement du premier et du second degré pour la capitale. Notons cependant qu'au sein de l'inspection générale de l'instruction publique, comme on disait à cette époque-là, il est le seul à avoir dit non à Pétain et non à son régime. Il le paye d'ailleurs, puisque il est démis de ses fonctions, et pendant l'hiver 40-41, il rentre en résistance, dans un des premiers réseaux de résistance, très lié à l'école, qui s'appelle Défense de la France. La figure de Gustave Monod est une figure centrale de cette époque. Il traverse en quelque sorte la première moitié du XXe siècle de sa vie. Engagé volontaire en 1914, il perd une jambe à Douaumont en 1917, il est professeur de lycée, il devient inspecteur général, très proche de Jean Zay en 1936 et jusqu'en 1939, jusqu'au moment où Jean Zay est mobilisé comme officier. Gustave Monod est un des hommes clés de l'avant-guerre, de la guerre et de l'après-guerre. L'étude de sa biographie est une source d'enrichissement pour tous ceux qui s'intéressent au thème de l'engagement et pour tous ceux qui essaient de comprendre ce qui au fond est une affaire essentielle. Comment, pourquoi et à quel moment on dit non. Et c'est aussi ça qui traverse ce thème sur lequel on est en train de réfléchir ensemble. Le milieu des enseignants, le milieu des chercheurs, le milieu des universitaires fournit en effet quelques-uns des pionniers de la résistance, et des tout premiers. Raymond Burgard, professeur de français au lycée Buffon, l'un des créateurs du mouvement Valmy, le réseau du Musée de l'Homme, Boris Vildé, Anatole Ledvinsky, Cavaillès, nommé
professeur à la Sorbonne, après un passage à l'université de Strasbourg, replié à Clermont, Cavaillès qui devient un des dirigeants du mouvement Libération Nord, Lucie Aubrac, agrégée d'histoire, qui devient une des responsables de Libération Sud. En zone sud, il y a donc des enseignants qui jouent un rôle important dans la constitution des mouvements. Je pense au mouvement Liberté de François de Menton, je pense évidemment à Henri Tedjen, je pense évidemment à Marc Bloch. Et puis, il y a des enseignants du secondaire, du second degré, comme on dit à l'époque, qui sont les animateurs locaux d'organisations clandestines, Martial Brigoulex, professeur de français et d'histoire à Tulle, au sein de Combat, en Corrèze avec Edmond Michelet, ou Jean-Jacques Chapoux, professeur de lettres au lycée de Cahors. Et en milieu rural, là, n'oublions pas, nous sommes au cœur de notre sujet, la France est encore majoritairement un pays rural, et l'exode et les déplacements de population ont encore renforcé la partie rurale de la population. Les instituteurs sont véritablement la cheville ouvrière des premiers groupes et des premiers noyaux de résistance. L'instituteur est une personnalité du monde rural. Il est très souvent secrétaire de mairie. Il peut donc, par parenthèse, le cas échéant, fabriquer des faux papiers, fournir aux clandestins des tickets de rationnement. Bref, il joue un rôle important, c'est une personnalité en même temps, c'est une personnalité qu'on écoute, une personnalité qu'on respecte extraordinairement un peu partout. De nombreux instituteurs deviennent également des chefs, et on peut le comprendre aussi. Ces instituteurs, quasiment tous, ont eu une expérience militaire. Ils ont fait de la préparation militaire, ils ont été sous-officiers ou officiers, ils ont combattu quelquefois au cours de 2 guerres, ne l'oublions pas. Un instituteur ou un futur instituteur qui a 20 ans en 1918, il a 40 ans en 40, il repart pour faire la guerre. Les formations permettaient donc d'être sous-officiers ou officiers de réserve, et évidemment, ça explique que des chefs de maquis peuvent émerger, en particulier à partir de 1943, et je pense naturellement à Georges Guingouin, instituteur, chef de maquis, en Haute-Vienne, dont Fabrice Grenard a écrit une très belle biographie. Il y a donc de nombreux instituteurs qui sont engagés dans la résistance et qui occupent des fonctions locales et qui participeront en 1944 à la restauration de la légalité républicaine. Alors on pourra évoquer la figure de Georges Guingouin, je l'ai cité, de Mathilde Mire, institutrice et résistante. On pourra aussi réfléchir à la façon dont on résiste en fonction de la France de l'époque. On a l'habitude de scinder la France en deux, entre la France occupée et la France non occupée. La France non occupée étant le régime de Pétain, je préfère parler de zone non occupée que de zone libre. On le comprendra aisément. Mais en fait, il n'y a pas 2 France, il y en a plusieurs. Il y a naturellement la zone occupée, il y a naturellement la zone non occupée. Il y a, jusqu'en 1943, une zone occupée par les Italiens, dans le sud-est de la France. Il y a notre Alsace, Moselle, incorporée de force au Reich, où se développe aussi une résistance enseignante, une résistance des élèves, entre autres. Il y a toute la partie du nord de la France qui est rattachée au commandement militaire de Bruxelles, et il y a tout le long des côtes, de la frontière belge jusqu'à la Bidassoa, une zone interdite. Dans cette zone interdite, totalement militarisée, sous la coupe de l'Allemagne et du Reich et de sa police, il y a des poches de résistants. Au lycée du Havre, Gérard Morpin, agrégé d'histoire, est un des animateurs de la résistance. Il y laissera d'ailleurs la vie, et c'est une figure qui sera étudiée. Songeons à Jean Cavaillès, songeons aussi à ces figures qui traversent l'histoire d'une résistance enseignante. C'est l'occasion, lycée par lycée, école par école, de redécouvrir ces gens qui ont marqué leur temps et auxquels nous devons en bonne partie notre liberté. Il y a aussi une résistance des élèves. Alors, cette résistance des élèves, elle est particulière. On évoquera naturellement un état d'esprit oscillant de la contestation à l'insouciance. Peut-être aussi parce que ces jeunes, par rapport à d'autres, au fond, n'ont pas grand-chose à perdre.
Ils entrent dans la vie à un moment, ou dans la vie d'adulte ou de préadulte pour les lycéens, à un moment où la France est occupée, où le drapeau allemand flotte partout. Comment ne s'interrogeraient-ils pas sur la situation de leur propre pays, et sur les bancs de l'école ou de l'université, dès septembre-octobre 1940, on voit des émotions et des mouvements de contestation. Les premiers rapports des préfets, qui est une source très intéressante, à un moment où il n'y a plus de journaux, où il n'y a pas d'opinion publique, où le gouvernement ne sait pas, sauf par les écoutes radio ou téléphoniques qu'il pratique d'ailleurs, où le gouvernement est peu ou mal renseigné sur l'opinion publique. Les préfets sont une source importante, et les préfets, dès l'automne 1940, mettent l'accent sur le fait que cette jeunesse, ici ou là, commence à bouger. Alors ce sont des gestes de défis, de graffiti sur les murs, diffusion de tracts, imprécations, quolibets à l'égard des Allemands ou des partisans de la collaboration, et qui se multiplient dès les semaines qui suivent la rentrée scolaire de septembre 1940. Et Paris n'échappe pas à la règle, d'autant que Paris concentre une population lycéenne et une population étudiante extrêmement importante. Dès octobre 40, les renseignements généraux font état de la progression d'un climat frondeur à la Sorbonne, d'incidents au quartier latin entre soldats allemands et étudiants, d'ailleurs, qui sont amenés à se croiser dans les mêmes lieux. Je pense au café d'Harcourt, place de la Sorbonne, je pense à Dupont-Latin, à Capoulade, fréquentant les mêmes lieux. Les Allemands en uniforme qui croisent les étudiants ne sont pas les bienvenus. Lorsque des officiers allemands viennent assister à des cours en Sorbonne ou à la fac de médecine, les étudiants se lèvent et s'en vont. Donc il y a des mouvements comme ça qui se passent, en particulier en novembre. Et puis il y a cette manifestation sur laquelle je voudrais insister, qui est une date importante, qui est la manifestation sur les Champs-Élysées des lycéens et des étudiants parisiens du 11 novembre 1940. Inutile de vous dire que toute commémoration est interdite. C'est donc la première forme de manifestation collective contre l'occupant allemand, et le général de Gaulle l'évoque même comme la première forme de résistance et d'appui à son action. Un mot sur cette affaire. Il y a à l'époque à Paris à peu près 15 000 étudiants. C'est un chiffre qui est intéressant. Aujourd'hui, il y a à peu près 300 000 étudiants à Paris. Le Grand Paris, si vous me permettez cette expression. Dont d'ailleurs, sur ces 15 000 étudiants, 50% viennent de la province. Donc c'est aussi quelque chose d'intéressant. Et il y a à peu près 37 000 lycéens. Au total, 50 000 lycéens des classes terminales, de la fin des lycées, et c'est 15 000 étudiants. Ça fait à peu près 50 000. Si aujourd'hui on ajoute le nombre d'étudiants et de lycéens de cycle terminal des lycées, il y a à peu près 500 000 lycéens et étudiants à Paris. 5 000 sur 50 000, ça fait 10%. Rapporté aujourd'hui, ça voudrait dire une manifestation de 50 000 personnes. Alors naturellement, le contexte n'est pas le même, mais pour bien vous montrer que ce n'est pas quelque chose de marginal. Le très bel ouvrage de Maxime Tandonnet sur 1940, un autre 11 novembre, ainsi que les textes d'Alain Monchablon montrent bien qu'il y a quelque chose d'important. C'est un enjeu fort, ce sera aussi un enjeu de mémoire dans les années 44-45 que cette première manifestation. Elle est en tout cas très sévèrement réprimée. Le gouvernement de Pétain relève d'ailleurs de ses fonctions le recteur de Paris, Gustave Roussy, qui n'a pas su empêcher la manifestation, et c'est là qu'il est remplacé par Jérôme Carcopino avant que celui-ci ne devienne ministre. La valse des recteurs, si vous me permettez cette expression, d'ailleurs aussi une caractéristique du régime de Vichy qui change très souvent de recteur, signe aussi que être recteur entre 40 et 44 est une mission, une fonction difficile et lourde. Certains d'ailleurs s'en accommodent. À partir de 1941, ce sont de véritables organisations de résistance à la Sorbonne. C'est le réseau défense de la France, pour l'essentiel, créé par 3 étudiants que je cite, Philippe Vianney, Robert Salmon et Hélène Mortkovitch, et qui recrutent au sein de l'université et des grands lycées parisiens, élèves au lycée Louis-le-Grand,
Jacques Lucéran crée en mai 41 un journal clandestin qu'il appelle le Tigre, référence à Clémenceau, bien sûr, et qu'il diffuse. Et puis, il y a les élèves du lycée Lalande de Bourg-en-Bresse. Et c'est un cas tout à fait particulier parce que le lycée Lalande est le seul lycée civil à obtenir la médaille de la résistance française. C'est donc un établissement qui mérite là aussi attention. À partir de juin 41, les jeunesses communistes, les francs-tireurs et partisans recrutent au sein des lycées. C'est le cas des 5 martyrs du lycée Buffon qui, eux, basculent dans la lutte armée, qui sont arrêtés par les brigades de Vichy, qui sont les brigades spéciales, qui sont remis aux autorités allemandes et qui sont condamnés à mort et exécutés en février 1943. Les lycées parisiens, mais aussi les lycées de province, mais aussi les établissements français à l'étranger et dans l'Empire, avec évidemment des contextes tout à fait différents et des actes de résistance ou d'engagement qui sont peu comparables, mais qui comptent tout de même dans le paysage. Tout cela manifeste une résistance lycéenne. Puis il y a tous ces jeunes qui s'engagent, qui quittent la France, élèves de classe préparatoire, étudiants, enseignants, qui s'engagent dans la France libre, à l'image d'Yves Guéna, qui finira, si je puis dire, officier de Spahis pendant la campagne d'Italie, à l'image d'Émile Chaline, qui est élève en classe préparatoire à l'école, dans une école préparatoire qu'on appelle l'école de flotte, qui prépare à l'école navale, qui rallie Londres et qui deviendra un des officiers à bord de ces corvettes qui escortent les convois entre 41 et 45 et qui terminera sa carrière comme vice-amiral d'escadre dans la marine nationale. Songeons, avec un peu d'émotion, à Hubert Germain, officier, légionnaire, dernier compagnon de la Libération qui nous a quittés il y a peu de temps. Songeons aussi à Marie Schneer, qui, elle, est agrégée d'histoire, directrice du lycée de jeunes filles du Havre, et qui part pour Londres pour y servir au commissariat à l'instruction publique après s'être évadée par l'Espagne. C'est la création de l'école des cadets de la France libre, c'est aussi la lutte pour le contrôle des établissements français à l'étranger ou dans l'Empire. Alors, sur quoi mettre l'accent dans cette série d'interrogations, dans cette série de faits, dans cette série d'analyses? Je pense qu'on peut étudier et qu'on doit étudier la manifestation du 11 novembre 1940. Je pense qu'on peut aussi trouver le moyen d'étudier un peu partout en France et à l'étranger le cas d'un établissement où se développe une action particulière de résistance. Je pense qu'on peut faire des portraits, je pense aux martyrs du lycée Buffon. Je pense qu'on peut aussi imaginer de travailler sur une organisation, témoin ce corps franc liberté, composé pour l'essentiel de lycéens parisiens, qui essuie des pertes très importantes après avoir rejoint l'armée française en 1944. Et puis, il y a une singularité, comment résister dans le premier degré, dans le second degré, voire à l'université, en Alsace et en Moselle, incorporés au Reich. Il y a enfin une résistance du quotidien. Au fond, les établissements scolaires sont des lieux où s'exerce également ce qu'on appellera une résistance au quotidien, qui ne passe pas forcément par ce que j'ai décrit du côté des enseignants ou des élèves, c'est-à-dire une résistance, si je puis dire, avec un engagement, avec une organisation, mais il y a un refus de s'accommoder, au fond, avec l'ordre nouveau. Alors, est-ce qu'on évoquera le non-consentement, cher à Pierre Laborie? Est-ce qu'on évoquera ce pensée double qui consiste à vivre sous ce régime de Pétain, tout en n'acceptant pas, au fond de soi, l'occupation allemande et la révolution nationale? Alors ça passe par de petits gestes, des comportements, certaines formes de désobéissance, le refus de s'associer au culte de Pétain, le refus de chanter « Maréchal, nous voilà », des portraits du chef de l'État qui sont décrochés. Peu de choses, certes, mais quand on est dans un temps où tout est épié, où la délation fait rage, tout cela existe. Et puis, il y a, et cette fois, là, on passe à tout à fait autre chose, les persécutions raciales. Les persécutions raciales, la déportation des Juifs
par le gouvernement français et par les Allemands n'épargne pas l'école. Bien au contraire, en France, il y a sur 76 000 déportés, 10 000 enfants et jeunes de moins de 18 ans, du printemps 42 à l'été 44. Et c'est dans ce contexte de la persécution des Juifs et des rafles que se met en place, en 42, la véritable traque des enfants, mais aussi que les établissements scolaires deviennent des lieux du sauvetage des enfants. Tout cela a été très bien décrit, entre autres, par Jacques Semelin. C'est l'œuvre de secours aux enfants, l'OSE, où les écoles acceptent de scolariser des enfants juifs pour leur permettre de continuer leurs études. Les enfants sont scolarisés soit par détachement d'enseignants, comme c'est le cas par des maisons d'enfants, en particulier dans la Creuse, soit dans l'accueil de classes existantes. À partir de 1942, on choisit de répartir les enfants, de les disperser dans des maisons pour leur permettre d'échapper aux rafles. C'est le cas dans le centre de la France, dans la Creuse ou à la souterraine. Là aussi, et j'en terminerai cette deuxième partie par ces remarques, là aussi, il y a des figures que l'on peut évoquer. Gabrielle Perrier, l'institutrice d'Isieux. Le lycée de la Souterraine, lieu du sauvetage des enfants juifs en Creuse. Les actions résistantes des lycéens et des enseignants, avec un focus sur les déportés, sur les lycées victimes de rafles. Et puis, comment résiste-t-on dans l'Empire et dans les établissements d'enseignement français à l'étranger. Et c'est pendant ce temps des jours sombres, ce temps de la guerre, de l'occupation, de la collaboration, c'est dans ce même temps, qu'est pensée l'école des lendemains. Pensez l'école des lendemains. Au pire moment des années 1940-1944, des jours sombres à la Libération, on a pensé le devenir de l'école. C'est d'abord l'école pensée, construite, conçue par la France libre. Rien d'étonnant d'ailleurs. La France libre s'est conçue et se conçoit comme un gouvernement légitime, et donc elle développe des structures de réflexion sur l'avenir de la France, sur les réformes indispensables, notamment dans le milieu scolaire. D'autant que, comme le régime de Pétain, la France libre considère que la défaite de 40 n'est pas qu'une défaite militaire, mais qu'elle révèle une désagrégation profonde de la nation et de ses valeurs, et l'école, dans un tel contexte, devient, au fond, l'instrument du redressement. Mais évidemment, c'est sur les solutions que Londres et Vichy divergent totalement. En effet, les Français libres n'accusent pas, comme Pétain, le gouvernement du Front populaire et les premières mesures qui ont été prises pour démocratiser l'école. Au contraire, elles considèrent qu'il faut aller plus loin, en supprimant progressivement le caractère élitiste et le recrutement resserré de l'enseignement secondaire. Il faut se souvenir quand même qu'à cette époque-là, l'enseignement primaire ou du premier degré et l'enseignement secondaire constituent deux filières différentes. L'une est réservée à une élite, l'enseignement secondaire, payant, avec un examen d'entrée en sixième, l'enseignement obligatoire du latin, et qui permet seul l'accès au baccalauréat et donc à l'université. Et puis à l'enseignement primaire, 6 millions d'élèves, le gros de la troupe, si vous me passez cette expression, qui conduit au certificat d'études, avec pour une partie des primaires d'élite, l'école primaire supérieure qui donne l'accès à certains concours et aux écoles normales d'instituteurs ainsi qu'à l'école normale supérieure primaire de Fontenay-aux-Roses ou de Saint-Cloud, mais pas à l'université. Par conséquent, il n'y a pas de passerelle. Ou très rarement. Dès 1940, le général de Gaulle confie à Londres la responsabilité des questions institutionnelles et juridiques au grand juriste René Cassin, dont la figure éclaire évidemment toute cette époque, en particulier de l'été 1940. En septembre 1941, quand est fondé un comité national français, Cassin prend la charge d'un commissariat à la justice et à l'instruction publique. Il n'est pas exagéré de dire qu'il est le ministre de l'Éducation nationale de la France libre. Des commissions sont créées pour l'étude des problèmes de l'après-guerre sous l'autorité de René Cassin, avec comme président Joseph Catala, qui est un professeur de chimie à Toulouse, et la commission va travailler jusqu'en juillet 1943. À Alger,
après la formation du Comité français de libération nationale, le commissaire à l'éducation s'appelle René Capitan, lui aussi grand juriste, professeur à la faculté d'Alger, et qui deviendra en 1944 ministre de l'éducation nationale du gouvernement provisoire. Lui aussi met en place une commission de réforme de l'enseignement qu'il confie à l'historien Marcel Dury, avec des scientifiques comme Francis Perrin, Henri Laugier, Louis Gernet. Et cette commission se réunit jusqu'en août 44. Et ces réformateurs ont une audace extraordinaire. Ils entendent, au fond, créer une école unique, de mettre fin à cette séparation entre l'école élémentaire et l'école secondaire, et faire du primaire, non pas une école en soi, mais l'antichambre du secondaire. Vous imaginez, donc c'est une véritable révolution, qui ne touche pas d'ailleurs que ce que je viens de dire. Âge de l'obligation scolaire qu'on porte à 16 ou 18 ans, gratuité totale de l'enseignement public, unification des lycées, des écoles primaires supérieures et des cours complémentaires, suppression des barrières propres à l'enseignement secondaire, c'est-à-dire les examens d'entrée, les examens de bourse, le latin obligatoire. Là-dedans, il faut reconnaître que si le baccalauréat fait l'objet de débats, ceux qui proposent de le supprimer de façon à étendre à l'université la démocratisation, et ceux qui sont plus prudents introduisent la prise en compte par exemple du contrôle continu. La commission Dury d'août 44 laisse la question du baccalauréat et de sa réforme en suspens. On mettra donc l'accent sur l'enseignement primaire, le premier degré, et sur l'enseignement secondaire, le second degré, et surtout sur ces deux filières parallèles et socialement marquées à la veille de la guerre, pour expliquer comment, au fond, les résistants de la France libre et les résistants de l'intérieur ont pu s'interroger, comme Jean Zay l'avait fait lui-même dans les années 1936-1939. On mettra l'accent sur les commissions qui se sont réunies et sur leurs propositions, commission Catala, commission Dury, et on n'oubliera pas les portraits, René Cassin et René Capitan. La résistance intérieure conduit également une importante réflexion sur les réformes à mener à la fin de la guerre dans le domaine scolaire. N'oublions pas que la résistance intérieure dispose d'une presse clandestine. Il y a en quelque sorte un lieu privilégié pour faire partager les débats intellectuels et les questionnements de la résistance. Dès 1942, la plupart des mouvements de résistance disposent, à côté d'un périodique essentiel, de revues clandestines qui sont, la plupart du temps, d'une très haute tenue intellectuelle et où les questions culturelles, politiques et éducatives occupent toute leur part. Je pense au cahier de l'organisation civile et militaire, je pense entre autres au cahier de la Libération pour Libération Sud, l'Université libre, la Revue libre. À partir de 1942, il y a, en plus de cela, le Comité général d'études, ou CGE, du Conseil national de la résistance, sous l'impulsion de Jean Moulin, qui dispose de sa propre revue, les cahiers politiques, qui sont animés par Marc Bloch. Et celui-ci, naturellement, a pour mission de collecter les propositions de la résistance intérieure pour l'après-guerre et d'en proposer à Londres des synthèses. Alors, entre les Français libres et les résistants de l'intérieur, il y a la même volonté d'engager un processus de démocratisation de l'enseignement secondaire, de façon à faire émerger en son sein des élites, mais des élites qui soient puisées dans les racines les plus populaires de la nation. On voit bien qu'on est aux antipodes du régime de Pétain. Le programme, la charte du Conseil national de la résistance de mars 1944 proclame, et je crois que ça vaut la peine d'être cité, la possibilité effective pour tous les enfants français de bénéficier de l'instruction et d'accéder à la culture la plus développée, quelle que soit la situation de fortune de leurs parents, afin que les fonctions les plus hautes soient réellement accessibles à tous ceux qui auront les capacités requises pour les exercer, et que soit ainsi promue une élite véritable, non de naissance mais de mérite, et constamment renouvelée par les apports populaires, qui ne voit qu'il y a dans ce texte une résonance très contemporaine, avec des questionnements qui n'ont cessé au fond depuis la libération de parcourir notre école. Et chez ces résistants, l'idée de démocratisation, l'idée d'une autre
formation et de notre sécrétion des élites se couple en quelque sorte avec la volonté de promouvoir de nouvelles méthodes. Il y a des textes exceptionnels de Marc Bloch sur le bachotage, du mot bachot, baccalauréat. Il y a des textes extraordinairement forts de Marc Bloch sur les méthodes actives et la manière, au fond, de susciter l'adhésion et l'engagement des élèves par d'autres méthodes que le cours magistral. Il y a un article de Marc Bloch publié en juillet 1943 sur la réforme de l'enseignement. Marc Bloch, qui est fusillé à quelques jours du débarquement de juin 1944, travaillait, au moment où il est un des chefs de la résistance, sur le latin en classe. Alors là, on aura le choix. On pourra relire les cahiers de l'organisation civile et militaire. On pourra peut-être et surtout relire les cahiers politiques du Conseil national de la résistance. On pourra s'interroger, là aussi, sur les conditions dans lesquelles a été rédigée la charte du Conseil national de la résistance et sur ce qu'elle propose en matière éducative. École de la résistance intérieure, école de la France libre, eh bien que se passe-t-il en 1944 ? Est-ce que libérer la France, c'est libérer l'école ? Au fond, quelle attention la libération et celles et ceux qui y concourent, quelle attention porte-t-on aux réformes qui avaient été engagées par la résistance ? Quelle est la postérité, au fond, de ces écrits, des travaux et des engagements de ces gens qui, des jours sombres jusqu'en 1944, ont pensé l'école ? Souvenons-nous tout de même qu'en 1944-1945, ce contexte de la libération accouche aussi de l'épuration, de la deuxième épuration, mais qui évidemment n'a rien à voir avec la première, qui est l'épuration de la fonction publique. Distinguons ce qui s'est passé dans la fonction publique, ailleurs, à l'école et à l'université. Les travaux qui ont été conduits sur l'épuration en 1944-1945, épuration qui conduit un certain nombre d'enseignants devant les tribunaux pour qu'ils y soient jugés non seulement en fonction de leur position administrative, mais en fonction du droit pénal, soit pour avoir collaboré, soit pour intelligence avec l'ennemi, ou d'autres faits graves, soit simplement pour avoir eu une attitude quelquefois qui, sans aller jusqu'à la délation, montrait une adhésion à la Révolution nationale. L'école voit l'école primaire et secondaire, premier et deuxième degré, c'est à peu près 1,5% d'épurés, qui vont du blâme jusqu'à la révocation sans pension, voire un transfert aux tribunaux pénaux. Le supérieur, c'est 6%. Peut-être l'enseignement supérieur a-t-il été plus sensible au prestige qui lui était accordé par le gouvernement Pétain, aux grandeurs d'établissement. Peut-être, au fond, le service de l'État a fait oublier ce qu'était la nation et ce qu'il avait construite. On peut en tout cas légitimement s'interroger en comparant ces chiffres. La libération pour la France va d'août-septembre 1944 à mai 1945. Je rappelle tout de même qu'il reste encore, par exemple, sur l'Atlantique, des poches allemandes qui ne se rendent qu'après même l'armistice du 8 mai. Le Comité français de libération nationale est mis en place en 1943. Le gouvernement provisoire en 1944. La période, si je puis dire, de gouvernement du général de Gaulle, elle est très courte, en fait. Elle dure moins de 2 ans, mais elle est capitale dans toute une série de domaines, et notamment les programmes du Conseil national de la résistance. Naturellement, vous connaissez, nous connaissons tous, les nationalisations, la reconstruction, mais à un moment où la France est encore en guerre, et où, au fond, la refonte de l'armée et la victoire semble ou peut sembler plus urgente que la réforme de l'école. N'oublions pas qu'à Sétif, au Liban ou en Indochine, des incendies font rage. Et la libération, après l'accueil et la joie, c'est aussi les interrogations, y compris les interrogations sur la France, sur son statut au sein des Alliés, sur la fin de la guerre et sur les institutions qu'il faudra bien mettre en place en 1944-1945. Il n'empêche, entre 40 et 44, aux jours les plus sombres comme aux jours les plus glorieux, en France comme hors du territoire national, des patriotes de tous bords
et de tout parti n'ont jamais cessé de penser à l'école des lendemains, alors elle est présente à la Libération. La question scolaire, elle est posée à la fois par la France libre, par la France combattante et par la résistance intérieure, et au fond par les débats intellectuels qui ont eu lieu pendant la guerre, qui sont marqués par quoi? Le traumatisme de la défaite. C'est jamais oublier que la Libération, c'est en quelque sorte en prisme et en miroir, mai-juin 40. Deuxième point, l'inadaptation de l'école de la Troisième République. Et probablement la nécessité d'une réforme de l'enseignement à cause d'un enseignement à la fois trop élitiste ou mal élitiste et trop abstrait. Et la question semble bien recouper celle de la continuité, de l'avant et de l'après. Avant, c'est-à-dire Jean Zay et les fronts populaires. Après, c'est la Libération. Et nous nous intéressons évidemment in itinéré, en quelque sorte, dans le chemin entre 40 et 1944. Quelle est la part relative des réformes de l'avant-guerre, de la pensée des lendemains par la résistance, de la pensée des lendemains par la France libre, en réaction, mais pas seulement au régime de Pétain, mais aussi aux insuffisances de l'enseignement de la Troisième République? Quelle est la part respective de tout cela en 1944, dans une période que, je l'ai dit, très courte, qui va au fond de septembre 1944, l'installation, véritablement, le retour de la légalité républicaine, jusqu'en janvier 1946, c'est-à-dire le départ du général de Gaulle. Est-ce que cette période est un banc d'essai du gaullisme en matière d'éducation nationale ou de l'immédiat après libération du territoire? Je crois qu'il y a une réflexion qui l'emporte sur toutes les autres. Malgré les réformes du Front populaire, malgré la Troisième République, l'école n'est pas assez démocratique. Et surtout, les élites ont failli. Même si, dans une certaine mesure, dans la France libre, les fils ont pu racheter les fautes de leur père. Mais démocratiser l'école, c'est la rendre plus ouverte, c'est la rendre méritocratique, comme l'écrit d'ailleurs la charte du CNR. Former les élites, c'est aussi tout l'objectif des inspecteurs généraux de l'instruction publique, Gustave Monod et Louis François. Attention cependant, il y a une audace réformatrice à la Libération, mais elle n'est pas la même chez tous. Les résistants de la résistance intérieure sont partisans d'une réforme radicale, mais in fine, ils sont plus modérés que les résistants de la France libre dans leurs propositions. Et en particulier, il y a un point qu'il faut noter, qui nous intéresse comme fonctionnaires de l'État, ce n'est pas parce que Vichy a dévoyé l'État qu'il faut s'en passer. L'éducation doit être nationale et l'école doit être publique. Et pourtant, on voit à la Libération une forme de prudence. Les questions les plus sensibles sont sinon évacuées, tout au moins ne sont pas réglées, et pour certaines ne sont même pas posées. La laïcité, l'école unique, l'avenir de l'enseignement supérieur. Il y a des stratégies politiques à la Libération, la renaissance des partis, des divergences aussi qui se font jour, et la question de l'enseignement privé, par exemple, qui traverse toutes les positions divergentes des partis, du tripartisme de 1945 à la troisième force de 1947, et laissé de côté au profit de ce qui est encore une forme d'unanimité nationale. La France libre, c'est un paradoxe, fait preuve d'une autre audace que la résistance intérieure, autour de la question décidément centrale des élites, qui l'est toujours. Et de leur rôle se trace une véritable ligne de partage. En fait, pour les résistants, entendez pour les résistants de la résistance intérieure, il faut les renouveler. Pour les Français libres, autour du général de Gaulle, il faut les ouvrir. Renouveler les élites d'un côté, ouvrir les élites de l'autre, ce n'est pas exactement la même chose. Citons le général de Gaulle. Plus que jamais, il me fallait donc prendre appui dans le peuple, plutôt que dans les élites, que de Gaulle met entre guillemets, qui, entre lui et moi, tendaient à s'interposer. Et le général ajoute, en les opposant, « Jamais la masse des Français ne tint la défaite pour acquise », en tenant aussi pour exact cette capacité exceptionnelle du général de Gaulle de transformer le vil plomb du quotidien en or de la légende
par la magie du verbe. Il est bien évident que lorsqu'il dit « la masse des Français ne tint la défaite pour acquise », on peut aujourd'hui historiquement avoir un recul. En revanche, ce qu'il dit sur les élites est extrêmement intéressant. Pourquoi ? Parce que ce sujet vient à choper sur la question des études longues. Pour les Français libres, l'élitisme républicain ne suffit pas. L'attitude des corps intermédiaires, en particulier entre 40 et 44, est mise en cause. Un lien direct entre le peuple et les élites doit passer par une refonte de l'école. De ce point de vue-là, des réformateurs d'Alger au gouvernement provisoire de Paris, les sujets ne manquent pas. Formation des maîtres, lycée comme épicentre d'une école ouverte et renouvelée, démocratisation comme finalité, là encore, quelle actualité de cette question qui, comme le disait André Siegfried, était à l'ordre du jour et y est resté. On va retrouver d'authentiques et d'audacieux réformateurs. J'ai déjà cité René Capitan. Je voudrais citer Gustave Monod, que l'on a rencontré auprès de Jean Zay, que l'on a rencontré comme directeur de l'Académie de Paris et chassé de son poste par le régime de Pétain, que l'on a rencontré dans la Résistance et que l'on rencontre à la Libération. Il est nommé par René Capitan directeur de l'enseignement du second degré. C'est à lui que va échoir la responsabilité de penser et de mettre en œuvre l'école du lendemain. Il le restera directeur de l'enseignement du second degré jusqu'en 1951, après avoir, par exemple, en 1950, créé le certificat d'aptitude pédagogique et l'enseignement secondaire, le CAPES, que nous connaissons encore aujourd'hui. Et puis, c'est Louis-François, nommé inspecteur général à la Libération, et qui est comme une synthèse de ce sujet. Non seulement parce qu'il a présidé pendant 30 ans le concours national de la résistance et des déportations qu'il avait en quelque sorte porté lors de sa naissance, dont il avait fait une réalité vivante avec les résistants qui l'entouraient, avec le réseau du souvenir et bien d'autres, mais parce que dès 1940, l'histoire et la vie de Louis-François rencontrent la résistance. Il est en effet capitaine de réserve et il combat au sein de la 4e division cuirassée de réserve, commandée par le colonel, puis général de Gaulle. Très proche du général, pas seulement par la taille, mais c'est déjà quelque chose, l'homme rejoint son poste en lycée dès l'été à Paris, à Henri IV. Et il entre dès l'hiver 40-41 dans le réseau Confrérie Notre-Dame, dont il devient très vite un des principaux rédacteurs et un des principaux responsables de l'information et du renseignement, rôle capital dans ces réseaux, évidemment en construction. Dénoncé, il est arrêté, déporté, il revient de déportation en 1945 pour se remettre au travail. Inspecteur général de l'instruction publique, Gustave Monod lui confie une tâche essentielle, c'est à lui d'introduire l'instruction civique, jusque-là réservée à l'école élémentaire, dans l'enseignement secondaire, cette instruction civique qui doit former les élites de la République. Certes, si l'école est libérée, la plupart des projets de réforme sur la démocratisation et la mise en place d'une école unique sont repris dans le rapport d'une commission, la commission Langevin-Vallon, qui travaille de novembre 1944 à juin 1947. Le rapport est mis à l'écart dans un contexte de guerre froide naissante. Il n'empêche que c'est un texte de référence en creux comme en relief, qui pourrait inspirer certaines réformes des années 50 jusqu'aux années 70. Et c'est également dans l'esprit de l'école de la Libération qu'on peut évoquer les réformes qu'entreprend le général de Gaulle dès 1958, où d'ailleurs on va retrouver comme ministre de l'Éducation nationale André Bouloche, compagnon de la Libération, et qui fait rentrer comme conseiller technique dans son cabinet l'inspecteur général Louis-François. Donc il y a là aussi des correspondances qui me semblent intéressantes. On étudiera donc le rapport Langevin-Vallon. On fera le portrait de quelques résistants qui deviennent des acteurs de l'école après la Libération, Louis-François, Gustave Monod. On imaginera, comme complément de cette formation des élites au service de l'État, car c'était l'objet de sa création, l'École nationale d'administration, fruit de la Libération en 1945, ne l'oublions pas. Et on étudiera aussi l'histoire et les mémoires de l'école, enquêtes dans les établissements scolaires, plaques commémoratives, cérémonies, associations d'anciens élèves et d'enseignants. Pour conclure, l'école
font l'école de ce que j'ai appelé, de ce qu'on appelle communément l'école des jours sombres au lendemain de la Libération, avaient des clartés. Ces clartés, c'est peut-être parce qu'elles posaient encore à l'école d'aujourd'hui des questions actuelles. Ce concours, il est ancré dans ce dialogue du passé au présent et du présent au passé. Et c'est dans ce contexte que notre école, l'école d'aujourd'hui, peut rendre hommage à l'école de la France libre, de la résistance et de la libération, fidèle en cela à ce qu'est notre école, qui n'est pas seulement, pour important que ce soit, une administration, avec des territoires et des personnels, des établissements, des élèves, des enseignants, des parents. Non, c'est parce que nous sommes aussi une institution. Et qu'une institution, c'est une administration qui donne un cap, puisse ce thème du concours national de la résistance et de la déportation y contribuer. Ce thème de l'école et de la résistance, vous le voyez, vous le comprenez, est un thème central. C'est aussi un thème large, qui sur le plan chronologique va de 1940 à 1944, qui sur le plan géographique concerne la France, mais aussi l'étranger, l'Empire, les établissements français, où qu'ils soient. C'est un thème qui concerne les établissements, les enseignants, les élèves, la hiérarchie, le gouvernement, le monde politique. C'est un thème qui concerne les programmes d'histoire, de géographie, la résistance à l'occupant, la résistance au gouvernement de Pétain. Bien sûr, on ne traitera pas l'ensemble des thèmes et l'ensemble du champ des possibles de ce concours national de la résistance et de la déportation. Rien ne vous empêche, au contraire, de vous en saisir par partie, que ce soit sur le plan chronologique, sur le plan thématique ou sur le plan géographique. La préparation du concours est en soi une façon non seulement de rendre hommage aux résistants, aux déportés et au fond à ceux qui nous ont permis d'être ce que nous sommes, et à l'école qui a résisté, mais c'est aussi un surcroît d'histoire, c'est-à-dire un temps gagné sur l'avenir. Et ce peut être aussi un espoir qui est toujours nécessaire, quel que soit l'état de l'école, quel que soit le moment que nous traversons. Rien n'est acquis. Si tout est possible, y compris avec le retour de la guerre sur le sol de l'Europe, ça signifie que là aussi, ces générations d'élèves, d'étudiants, d'enseignants, de personnels qui font notre école ont la clé de l'espérance entre leurs mains.